Depuis toute petite, j'ai appris à ne pas gêner, à me taire, à aider là où c'était nécessaire, à ne rien réclamer. Pendant que ma sœur faisait ce qu'elle voulait, moi, j'apprenais à me maîtriser. Si elle criait, je me taisais. Si elle cassait quelque chose, je réparais. Et aussi étrange que cela puisse paraître, tout ça me semblait normal. Je m'appelle Isabelle. J'ai 42 ans. Je vis en France. Et pendant longtemps, j'ai cru que jouer le rôle de la fille responsable signifiait être invisible. L'histoire que je vais vous raconter peut sembler exagérée, mais elle est vraie. C'est ma vie, et même si j'ai surmonté beaucoup de choses, ça fait encore mal de repenser au jour où ma plus grande réussite a été considérée comme une simple obligation. J'ai grandi à Lille, dans le nord de la France. Mes parents étaient des gens traditionnels. Mon père, Jean, était chauffeur routier. Il passait des jours loin de la maison. Ma mère, Claudine, s'occupait de tout. Mais son tout voulait dire contrôler. Elle décidait de ce qu'on mangeait, avec qui on parlait, de ce qu'on pouvait faire ou non. Ma petite sœur, Élise, a toujours été le centre de l'attention. Blonde, yeux verts, peau parfaite. Depuis qu'elle était bébé, tout le monde disait qu'elle ressemblait à une poupée. Et ma mère adorait entendre ça. Elle ne se lassait pas de répéter à qui voulait l'entendre qu'Élise était spéciale. Et moi, j'étais la raisonnable, celle qui ne pose pas de problème, celle qui restait dans son coin à étudier. Je me souviens parfaitement d'un Noël où tout est devenu clair pour moi. J'avais 12 ans, ma sœur en avait 9, elle a reçu un vélo rose, avec des rubans sur le guidon. Moi, j'ai eu un dictionnaire. Ma mère a dit que c'était plus utile pour moi. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais j'ai souri. Je souriais toujours, parce que j'avais appris que montrer ma tristesse ne faisait qu'attirer des reproches. Alors, je me suis adaptée. Je suis devenue la fille qui range la maison, qui aide en cuisine, qui ramène de bonnes notes. Et ma sœur? Elle, c'était l'artiste. Elle faisait du théâtre, elle chantait, elle portait des vêtements tape à l'œil. Si elle oubliait de faire la vaisselle, c'était ma faute parce que je ne le lui avais pas rappelé. Si elle dépensait son argent de poche en futilité, ma mère disait « Isabelle, prête-lui un peu d'argent. Elle est encore immature. » À 17 ans, j'ai commencé à travailler comme stagiaire dans une boulangerie près de chez moi. Le matin, l'école. L'après-midi, le boulot. Je mettais chaque centime de côté. Pas de vêtements de marque, pas de sortie le week-end, pas de fête. J'avais un but. Quitter la maison, avoir mon propre espace. J'en rêvais tous les jours. Pendant qu'Élise changeait de filière à l'université pour la 3e fois et passait ses après-midi à regarder des séries, moi, je tenais bon. J'ai obtenu mon diplôme en comptabilité, décroché un emploi stable dans une entreprise de logistique, puis j'ai commencé à travailler de chez moi avec des clients internationaux. J'ai fini par bien gagner ma vie. Et malgré ça, j'ai continué à économiser. Pendant 7 ans, j'ai renoncé au voyage, repoussé des projets, vécu avec le strict minimum. Je voulais acheter une maison, pas un palace, juste un endroit à moi, un lieu où personne ne me dicterait ma conduite, où je pourrais trouver le silence, où je pourrais respirer sans crainte d'être interrompue. Et le jour de mes 42 ans, j'y suis arrivée. J'ai signé le contrat. Une petite maison charmante en périphérie de Lille, avec un jardin derrière, une cuisine lumineuse et 2 petites chambres. Quand j'ai récupéré les clés, j'ai pleuré dans ma voiture, seule. Pour la première fois, j'ai senti que la vie en valait la peine. Pendant des semaines, j'ai nettoyé, peint, choisi chaque détail avec soin. J'ai tout fait de mes propres mains. Je voulais que cet endroit me ressemble. Quand tout a été prêt, j'ai décidé d'inviter ma famille. J'ai préparé un dîner simple, une tarte au fromage, une salade fraîche, un vin léger. C'était un moment important pour moi. J'avais besoin de cette reconnaissance, même minime. Je pensais qu'enfin, pour une fois, ils seraient fiers. Ils sont arrivés à l'heure. Mon père m'a serré la main. Élise a pris un selfie devant la porte. Ma mère est entrée comme si elle inspectait un bien immobilier. Je les ai conduits dans le salon et j'ai dit « J'ai acheté cette maison. Avec mon argent. J'ai travaillé dur pour ça. J'attendais une réaction. Un câlin. Un bravo. Mais ce que j'ai entendu, je ne l'oublierai jamais. Ma mère a regardé autour d'elle, a croisé les bras et a dit « Tu as acheté ça toute seule et tu n'as pas pensé à ta sœur ?» Je suis restée figée. Mon père a détourné les yeux. Élise a fait une petite moue et a ajouté « Waouh, je ne savais même pas que tu achetais une maison. Moi aussi j'ai besoin d'un endroit. » C'était comme un coup de poing. J'espérais de la fierté. J'ai eu du jugement. Ma mère a alors déclaré d'un ton ferme « Isabelle, ta sœur traverse une période difficile. Elle a toujours été plus en vue, tu le sais. Il aurait été normal que tu penses à l'aider. » Ma tête tournait. Je ne savais pas quoi répondre. Ils n'étaient pas venus pour célébrer avec moi. Ils étaient venus pour exiger. Comme si je leur devais quelque chose parce que j'avais réussi. Comme si mon effort était une obligation. Comme si, même adulte, je restais cette gamine qui devait tout partager avec sa sœur juste parce qu'elle était plus jolie. Je n'ai rien dit sur le moment. Ce soir-là, j'ai terminé de servir le dîner avec les mains tremblantes. Je me suis forcée à sourire,
Mais à l'intérieur, j'étais brisée. Ma sœur parlait de comment la déco pourrait être plus moderne. Ma mère pointait des détails mal finis. Et mon père, comme toujours, restait silencieux. Je me sentais comme une étrangère chez moi. Tout ce que j'avais rêvé, construit avec tant d'efforts, était traité comme une erreur. Quand le dessert est arrivé, personne n'a fait un compliment. On a mangé en silence, et la seule phrase que ma mère a dite avant de partir, c'était « Réfléchis bien à ce que tu vas faire avec cette maison. La famille passe avant tout. » Quand ils ont fermé la porte, je me suis assise par terre dans le salon, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps. J'étais épuisée par toute une vie d'attente qui n'était pas les miennes, par le poids d'être toujours celle qui encaisse, celle qui ne se plaint pas, celle qui prend soin des autres. J'ai dormi sur le canapé, serrant un coussin, essayant de comprendre quand ma plus grande victoire était devenue une source de honte pour eux. Le lendemain, je me suis réveillée avec le visage gonflé et la gorge douloureuse. J'ai fait du café et je me suis assise dans le jardin. Le soleil du matin éclairait les plantes que j'avais mises en terre quelques jours plus tôt. Pour la première fois, j'ai pensé que couper les ponts pourrait être mieux. Que peut-être il fallait accepter que ma famille ne me verrait jamais comme quelqu'un de valeur. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message. Long, j'ai tout expliqué. J'ai dit que cette maison était à moi, fruit de mon travail, et que je ne devais rien à personne, que je méritais de profiter de ma réussite sans culpabilité, que ce n'était pas de l'égoïsme, mais du respect, et que si quelqu'un pensait le contraire, il était peut-être temps de prendre ses distances. Je l'ai envoyé dans le groupe familial. En moins de 5 minutes, ma mère a répondu « Je n'arrive pas à croire que tu laisserais ta sœur à la rue par orgueil. » Mon père a écrit « Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies ?» J'ai fixé ces messages quelques minutes, en silence. Puis j'ai supprimé le groupe. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais besoin de respirer. Les jours suivants, Élise a commencé à poster des pics sur les réseaux sociaux. Des phrases comme « Parfois, le sang ne veut rien dire » ou « Quand la jalousie parle plus fort, l'amour disparaît ». Certaines de ses amies commentaient avec des émojis tristes, d'autres partageaient. Je savais que c'était à propos de moi, mais je n'ai pas répondu. Je n'allais plus vivre en fonction de l'image qu'ils voulaient en m'imposer. J'ai commencé à me consacrer encore plus à mon travail. J'ai pris de nouveaux clients, amélioré mon coin, bureau à la maison, acheté une chaise confortable, réorganisé les meubles du salon. Chaque changement était comme une affirmation. Cet espace est à moi. Cette vie est à moi. J'ai posté une seule photo. Ma table de petit déjeuner, avec des fleurs fraîches et une tasse de thé. La légende disait « Conquête par l'effort. Gratitude de ne pas avoir abandonné. » En moins d'un jour, j'ai reçu des dizaines de messages. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années m'ont envoyé des mots d'encouragement. Des collègues de fac ont commenté en disant qu'ils avaient toujours admiré mon sérieux. L'une d'elles a écrit « Tu es une inspiration, Isabelle. » Ça m'a touchée. Pour la première fois, quelqu'un voyait ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Une cousine éloignée m'a envoyé un message. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait me dire qu'elle m'avait toujours trouvé forte, qu'elle savait que je méritais tout ce que je vivais. Ce message m'a fait pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Comme si, enfin, quelqu'un avait compris. Comme si je n'étais plus la fille oubliée, la sœur secondaire. J'existais. Je valais quelque chose. J'ai imprimé ce message et je l'ai mis dans un cadre. Je l'ai accroché au mur de ma chambre, pas par vanité, mais pour me rappeler, les jours où le doute reviendrait, que je n'avais pas tort, que ce n'était pas de l'égoïsme de vouloir un peu de paix. À partir de là, je me suis fait une promesse. Plus jamais, je ne me diminuerai pour rentrer dans le cadre qu'on attendait de moi. Une semaine plus tard, ma mère est arrivée sans prévenir. Elle a sonné à la porte avec insistance. Quand j'ai regardé par la fenêtre, elle était là, bras croisés, le visage fermé. J'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir. Elle est entrée en parlant fort, disant que tout ça était inutile, qu'une famille ne devait pas se déchirer pour une maison, que je changeais, que je devenais froide, ingrate. Je me suis juste assise sur le canapé et je l'ai laissée parler. Quand elle a fini, je lui ai demandé « Vous êtes venu pour m'écouter ou juste pour me faire des reproches ?» Elle s'est tue. Elle m'a regardée comme si elle ne me reconnaissait plus. Et en vérité, elle ne me reconnaissait pas. Parce que je n'étais plus cette Isabelle qui avalait tout pour préserver l'harmonie. J'ai dit que j'en avais assez d'être toujours celle qui comprend, que ma maison était le fruit d'années de sacrifices, que personne n'avait le droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Elle a essayé de répliquer, disant qu'Élise traversait un moment difficile, que je pourrais peut-être la laisser rester quelques jours. J'ai demandé « Elle vous a demandé ça ?» Ma mère a hésité avant de dire que non. Mais elle a ajouté qu'Élise était blessée, gênée, qu'elle ne savait pas comment m'approcher, que je devais être la plus mature. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle m'a fait un bisou sec sur la joue et elle est partie. Je suis restée là, debout dans le couloir, à regarder ma maison. Chaque recoin avait une histoire, chaque objet, un effort. Et encore une fois, ils essayèrent d'entrer dans cet espace comme si c'était une faveur que je leur devais. Ce soir-là, j'ai réfléchi à tout et j'ai commencé à me préparer, parce que je savais que ce n'était pas encore fini. 2 jours plus tard,
J'ai reçu un message d'Élise. C'était la première fois qu'elle m'écrivait depuis le dîner. Court, direct, trop poli pour elle. Elle disait « Isabelle, on peut parler? J'aimerais clarifier certaines choses. » J'ai fixé ce message quelques minutes. J'ai pensé à l'ignorer. Mais une partie de moi voulait encore régler ça. Croyait encore, malgré tout, qu'on pouvait se comprendre. J'ai répondu « Viens demain après-midi. » Elle a confirmé et n'a rien ajouté. Le lendemain, j'ai nettoyé la maison comme d'habitude, pas pour elle, mais parce que cet espace me donnait de la paix, et je voulais qu'il reste ainsi. Quand elle est arrivée, elle avait un air que je n'avais pas vu depuis longtemps. Sans maquillage chargé, sans vêtements voyants, juste un jean, un haut simple et un regard hésitant. Elle est entrée doucement, sans rien dire. Elle s'est assise sur le canapé et a trituré ses mains. Je lui ai proposé du thé. Elle a accepté d'un signe de tête. Le silence entre nous a duré de longues minutes. Puis elle a commencé. Elle a dit qu'elle regrettait certaines paroles, qu'elle était blessée, perdue, confuse, qu'elle n'avait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Elle a tenté de justifier ses pics sur les réseaux sociaux, disant qu'elle se sentait attaquée. Elle a dit qu'elle avait perdu des abonnés, que des marques avec lesquelles elle travaillait n'avaient pas renouvelé ses contrats, qu'elle se sentait humiliée. Je l'écoutais, en silence. Elle n'a pas vraiment présenté d'excuses claires, mais elle a essayé de montrer que les conséquences la faisaient souffrir. Elle a dit qu'elle n'attendait pas que je lui donne la maison, que tout ça était un malentendu, que c'était ma mère qui avait insisté, qu'elle-même ne voulait pas de ça. Je la regardais. Je ne voyais pas une sincérité totale. Je voyais de la peur de se retrouver seule, de perdre les privilèges qu'elle avait toujours eus. Puis elle a lâché ce qu'elle voulait vraiment dire, qu'elle avait des difficultés, qu'elle n'arrivait plus à payer le loyer de son petit studio, que les contrats se faisaient rares, qu'elle avait besoin de temps pour se reprendre. Et là, elle a demandé, la voix presque tremblante, « Est-ce que je pourrais rester ici un peu? Juste le temps de me remettre sur pied. » Ça m'a pesé. Une partie de moi voulait dire oui. Après tout, on est sœurs. On a grandi sous le même toit. Mais une autre partie se souvenait de tout. De chaque fois qu'elle m'a rabaissée, qu'elle a ri de ma simplicité, qu'elle a accepté des cadeaux pendant que je faisais la vaisselle. J'avais besoin de réfléchir. Alors je lui ai demandé « Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Elle a répondu « Peut-être lancer une chaîne ou retravailler dans la beauté. Je regarde mes options. » J'ai insisté « Mais tu vas travailler? Partager les tâches? Payer ce que tu consommes ?» Elle a hésité. Elle a dit que la routine, c'était dur pour elle, qu'elle ne s'y était jamais vraiment habituée. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai répondu « Cette maison a été bâtie sur la routine, sur l'effort, sur la discipline. Il n'y a pas de place ici pour quelqu'un qui ne respecte pas ça. » Ses yeux se sont embués. Elle a dit qu'elle était désespérée, que j'étais son dernier recours. Pour la première fois, j'ai eu pitié, mais pas une pitié qui paralyse, une pitié ferme, celle qu'on ressent quand on voit quelqu'un s'enfoncer dans ses propres choix sans jamais apprendre. J'ai dit que je comprenais sa situation, mais que je ne pouvais pas sacrifier ma paix, qu'elle devait grandir, qu'il était temps d'apprendre ce que c'était de se battre, de conquérir, de tenir bon. Elle s'est levée en pleurant. Elle a dit que j'étais froide, qu'elle n'aurait jamais cru que je pourrais lui refuser de l'aide. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise. Elle est partie en claquant le portail. Je suis restée là, écoutant le bruit s'éloigner. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie solide, stable, forte. Les jours suivants, le groupe familial est resté silencieux. Pas un message, pas un commentaire. Mais sur d'autres réseaux, Élise a repris ses posts. De longs textes avec des photos de nous petites. Des phrases comme « Quand ta propre sœur te tourne le dos » ou « Personne ne connaît la douleur que je porte seule ». Elle savait parfaitement jouer la victime. Certaines amies la soutenaient avec des phrases toutes faites, d'autres partageaient. Mais cette fois, quelque chose avait changé. J'ai commencé à recevoir des messages privés, de camarades d'école, de voisines d'enfance, de gens qui connaissaient mon parcours, qui avaient vu mon chemin. Elle disait « Isabelle, je te soutiens. J'ai toujours admiré ta force. » L'une d'elles a écrit « Tu as été la fille qui n'a jamais arrêté de se battre. Ne te sens pas mal de te protéger. » Ça m'a donné du courage. Alors j'ai fait quelque chose de simple. J'ai posté une photo de mon jardin avec la légende « La paix, c'est ne pas avoir à expliquer ce qu'on a conquis. Rien de plus. » La réponse a été énorme. Des commentaires, des messages, des partages. Beaucoup de femmes ont commencé à me raconter des histoires similaires. Des filles qui ont tenu la maison pendant que leurs frères faisaient la fête. Des femmes qui ont payé les factures de leurs parents tout en étant traitées d'ingrates. Des aînées qui se sont sacrifiées pour que les cadettes vivent mieux. Et toutes avaient un point commun. Elles étaient fatiguées. Avec le temps, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu n'était pas une exception. C'était une règle silencieuse, une règle cruelle, qui exige des femmes une dévotion sans fin, une compréhension sans limite, un silence en échange de miettes de reconnaissance. Et plus je racontais mon histoire, plus d'autres femmes trouvèrent la force de raconter la leur. Une abonnée m'a écrit
Après t'avoir écouté, j'ai réussi à dire non pour la première fois de ma vie. Merci. Une autre a dit qu'elle avait pleuré en entendant mon récit, parce que c'était comme si je racontais exactement ce qu'elle avait vécu. Ça m'a profondément émue. J'ai commencé à enregistrer des vidéos, de petits morceaux de ma routine, des réflexions sur les limites, sur la valeur de soi, sur les choix, et sans m'en rendre compte, ma chaîne a grandi. Pas parce que je forçais le contenu, mais parce que je parlais avec vérité. La croissance de ma chaîne n'était pas prévue. Je voulais juste me libérer, partager ce que j'avais ressenti pendant des années sans jamais réussir à le mettre en mots. Mais, quand j'ai commencé à poster régulièrement, j'ai compris que je n'étais pas seule. Chaque histoire que je racontais, chaque souvenir douloureux que je ramenais à la surface, devenait un miroir pour quelqu'un. Et ce quelqu'un se sentait vu, entendu. J'ai pris l'habitude de filmer chaque semaine. Assise sur ma terrasse, une tasse de thé à la main, je parlais calmement de choses qui font mal, mais qui doivent être dites. Sans maquillage, sans mise en scène, juste moi et ma vérité. Petit à petit, les vidéos ont circulé, des gens que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à me suivre. Ils commentaient qu'ils se sentaient comme moi, qu'ils avaient passé des années réduits au silence, qu'ils avaient pleuré en écoutant mon histoire. Une femme de Bretagne a écrit « J'ai passé 20 ans à m'occuper de ma mère malade pendant que mes frères voyageaient. Je n'ai jamais eu un merci, juste des reproches. » Une autre, du sud de la France, a dit qu'après avoir vu ma vidéo, elle avait trouvé le courage de quitter un mariage toxique, qu'elle se sentait plus forte en entendant ma voix. Ça m'a donné un sens, quelque chose que je n'avais jamais eu. Pour la première fois, ma douleur servait à quelque chose de plus grand. Et plus je parlais, plus je recevais. Une connexion invisible s'est créée avec des femmes de tous âges. Certaines m'envoyaient des messages en pleine nuit, disant qu'elles étaient réveillées à réfléchir à comment leur vie avait changé après avoir entendu mon histoire. D'autres m'écrivirent des lettres. L'une d'elles m'a envoyé un email intitulé « Merci d'exister ». Dedans, elle disait « Isabelle, tu m'as donné la force de poser des limites que je pensais impossibles. » C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une série fixe sur ma chaîne. Je l'ai appelée « Histoires qui doivent être entendues ». Les abonnés m'envoyaient leurs récits et je les lisais à voix haute, avec soin, en protégeant leur identité. La première vidéo de cette série a eu plus de vues que toutes les autres. Elle a été partagée par des pages féministes, repostée par des profils de soutien psychologique. J'ai compris qu'il y avait une soif de vérité, et j'ai commencé à traiter ça avec encore plus de respect. Avec l'augmentation des vues, les invitations ont suivi. L'une d'elles m'a particulièrement touchée. C'était un groupe de soutien pour femmes en situation de dépendance émotionnelle à Toulouse. Elle voulait que je participe à une discussion et que je raconte mon histoire en personne. J'y suis allée. Je me suis assise en cercle avec une quinzaine de femmes. Aucune ne me connaissait vraiment, mais elles me regardaient comme si j'étais une vieille amie. Quand j'ai commencé à parler, il n'y a pas eu une seule interruption. Juste des regards attentifs, des silences profonds et des larmes retenues. À la fin, une dame m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Tu as dit des choses que j'ai attendu d'entendre pendant 40 ans. » Ça m'a désarmée. Je suis rentrée chez moi en silence, mais avec le cœur apaisé. Parce que ce jour-là, j'ai réalisé que mon histoire ne m'appartenait plus seulement. Elle appartenait à toutes celles qui, un jour, s'étaient senties petites face à ceux qui auraient dû les protéger. Et si vous m'écoutez maintenant, si cette histoire ressemble à la vôtre, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous aussi vous avez vécu en silence. Peut-être que vous avez été la fille forte, celle qui cède, qui supporte. Peut-être qu'on vous a dit que votre douleur ne comptait pas, que vous deviez comprendre, pardonner, que c'était à vous de tout tenir debout. Mais non, vous avez le droit de vivre en paix. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de dire non. Et si un jour vous avez cru que c'était mal de vous choisir, je suis là pour vous rappeler. Oui, vous méritez de vivre à votre façon. Si cette histoire touche votre cœur, si vous vous êtes reconnu quelque part, si vous avez eu envie de partager votre expérience, je vous invite à laisser un commentaire ici. Dites-moi ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté, ou ce que vous essayez encore de guérir. Votre histoire compte aussi. Elle peut aider d'autres femmes à se libérer. Et si vous voulez continuer à suivre ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément à garder cet espace vivant. Un espace où la vérité a sa place. Où la voix de femmes comme vous n'est pas étouffée.